Conformément en fait à l'engagement qu'on a pris lors de la campagne électorale l'an passé, donc on va ouvrir ce débat sur la restauration scolaire, qui est un sujet vaste, comme chacun le sait, mais peut-être plus vaste encore, et certains vont peut-être découvrir quand même que ce sujet est vraiment d'importance. Alors avec Valérie Hébert, donc, qui j'espère réussira à nous rejoindre à un moment donné, qui est donc la conseillère municipale qui est déléguée à l'enfance et donc est en charge du périscolaire en tant qu'élue. Et puis Sophie Rodriguez, France Net, vous avez vu un certain nombre de Barbara Rechy, donc un certain nombre de personnes des services de l'administration qui sont également en charge de ces questions dans différents domaines. Alors le but, c'était évidemment d'associer parents d'élèves, représentants de parents d'élèves, pardon, enseignants, directeurs d'école, pour ceux qui le peuvent, qui le veulent. Et puis, Jacques, il faisait allusion tout à l'heure, peut-être aurons-nous peut-être nous l'occasion, lors d'une réunion, peut-être d'y associer des enfants. Ça serait intéressant. Alors peut-être pas des enfants de bas âge, j'ai envie de dire, mais pourquoi pas des CM1, CM2, à un moment donné, pour avoir aussi leurs sentiments. Ça pourrait être intéressant. Donc, je saute sur l'occasion et sur la proposition de Jacques Bernard pour dire que c'est une chose intéressante, me semble-t-il. Alors, le groupe de travail ainsi créé, je pense qu'il est nécessaire d'établir un diagnostic, faire une mise à plat de ce qui se passe actuellement, comment nous vivons la restauration scolaire à menu court, quel est le nombre de rationnaires, quelles sont les possibilités, les évolutions possibles. Et je pense qu'il faut vraiment évoquer toutes les questions sans aucun tabou. Vraiment tout mettre sur la table, que ce soit les modes d'approvisionnement. C'est une question très difficile, hein. Je ne sais pas si vous savez, mais la ville de Paris, pour donner l'exemple, réfléchit à l'évolution de sa restauration scolaire et envisage, elle, des partenariats avec des agriculteurs, principalement en Seine-et-Marne et dans l'Essonne, pour pouvoir à terme avoir des produits vraiment locaux et de saison, quasiment à presque toute occasion. Donc l'approvisionnement, c'est vraiment une des questions cruciales de la restauration scolaire. Il y a également les modes de production des repas. Vous savez qu'il y a plusieurs modes on va en parler peut-être plus en détail tout à l'heure, mais il y a la liaison froide, celle qu'on utilise actuellement à menu court. Il y a la liaison chaude, donc une cuisine faite dans une cuisine centrale, mais qui est maintenue à température pour être consommée quelques minutes plus tard. Et puis la cuisine directement faite sur place, un peu comme dans un restaurant, ou en tout cas dans les bons restaurants, on va dire plutôt. Et puis il y a la question des modes de gestion. Aujourd'hui, on est partiellement en régie. Je dis partiellement parce que évidemment la facturation et l'encaissement se font par les services de la ville, mais une partie est quand même déléguée puisqu'on a un marché qu'on appelle la procédure adaptée avec la SOGERES, qui elle donc s'approvisionne, prépare les repas et les livre en barquette à menu court. Faudra également traiter des questions essentielles en matière d'alimentation durable. Voilà, il est temps d'augmenter la part d'alimentation durable dans les assiettes des enfants, avoir peut-être un objectif ambitieux en la matière à horizon 2026. Donc c'est la part du bio, la part des poissons pêche durable, la part des viandes labellisées ou des races à viande, on va dire. Je parlais tout à l'heure des produits locaux et de saison, c'est aussi une question qui est importante. Alors c'est une vraie difficulté parce que à Meunecourt, on est en Île-de-France. Et l'Île-de-France, c'est pas la région la plus favorable pour s'approvisionner en produits locaux et de saison. On n'est pas, quand on est en Charente, où c'est plus facile, mais c'est pas si simple que ça, ou dans le sud de la France, mais c'est pas si simple que ça en Île-de-France. D'ailleurs, on entend par produits locaux les produits qui sont issus des régions les anciennes régions administratives françaises. La Normandie, la Picardie, etc., etc. Donc c'est des anciennes régions, hein, c'est pas Grand Est. Voilà, c'est vraiment les anciennes régions administratives, celles d'avant 2014. Il y a la question également des produits bruts et des produits ultra transformés. Là aussi, vous verrez quelques écueils. On aimerait qu'il y ait beaucoup de produits bruts dans les assiettes, mais quand vous demandez à un enfant ce qu'il a envie de manger, c'est plutôt souvent des burgers, des pizzas ou des nuggets. Donc, toute cette question, elle se pose en termes de santé publique notamment. Ensuite, la question, de comment sont préparés ces plats, comment on fait en sorte, que la cuisine soit gustative. Donc il y a la question de toutes les sauces, les fonds de sauce, les aides culinaires. On aura la question aussi des additifs, hein, voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Tout ne sera pas en produits bruts, ça n'existe pas aujourd'hui. D'ailleurs, aucun citoyen ou alors des très rares, qui vivent, dans des campagnes un peu reculées, ont fait le choix
de l'autarcie, mais aujourd'hui, on sait bien que dans l'alimentation, il y a une part d'industriel, donc forcément, il faudra regarder ces questions-là. Il faudra également étudier dans le détail toute la loi, tous les règlements qui sont en vigueur actuellement, parce que on n'est pas, on n'est pas sans garde-fou. Il y a une loi, auparavant, il y avait ce qu'on appelait le GEM-RCN. Aujourd'hui, c'est la loi Egalim qui va déterminer notre mode de fonctionnement. Alors, on peut y déroger un peu, mais dans les grandes lignes, il y a des questions sur lesquelles on devra se positionner. La loi Egalim dit par exemple, il doit y avoir un menu végétarien par semaine. Je ne dis pas qu'il faut une alternative quotidienne végétarienne, certains le souhaiteraient, hein, mais la loi Egalim dit qu'il faut diminuer la consommation de viande en France, puisque les Français moyens, pour donner un exemple, consomment 65 ou 66 kilos de viande par an. Pour être raisonnable, il faudrait être à la moitié. D'abord pour des questions de développement durable, mais aussi pour des questions de santé publique. Les graisses saturées, il faut les limiter quand malgré tout, quoi. Donc la question de la santé, elle est importante. Et puis la nécessaire baisse de consommation du sel, du sucre, des graisses saturées, comme je le disais à l'instant. Alors évidemment, sans tomber dans l'écueil d'une cuisine, je mets des guillemets à ce que je dis, mais hospitalière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de cela non plus. Le danger, pardon, l'écueil, il est vraiment là. D'avoir une cuisine sans saveur parce qu'on aura été trop médical dans notre façon de voir les choses. Il faudra également étudier les possibilités techniques. On a nos offices actuels qui n'ont jamais produit de repas, donc il faudra regarder si c'est possible. Et si c'est possible, en faisant quels travaux, quel coût de travaux, ça c'est vraiment très très important. Mais il faudra aussi réfléchir en se disant, est-ce qu'à menu court, il n'y a pas des lieux où se fait déjà de la cuisine sur place qui pourrait peut-être faire l'objet d'une liaison chaude dans nos propres offices. On en parlait hier avec Stéphane Delaporte, mais on se disait, au fait, John Bost, qu'est-ce qu'ils consomment concrètement? Ils sont dans le château de Menucourt. C'est quoi leur mode d'alimentation? Est-ce qu'il n'y a pas une piste là, ou le collège, ou encore le Cap de Vence, oui, Cap de Vence, ça s'appelle aujourd'hui, donc la ferme du château. Est-ce qu'il n'y a pas des possibilités, ou alors de regrouper tous ces partenaires pour faire un projet commun? Aujourd'hui, je crois qu'on est à entre 550 et 600 repas par jour, donc il y a peut-être des possibilités pour qu'on ne soit pas les seuls autour de la table. Alors j'avais noté quelque chose, je regarde encore. Donc les partenaires, c'est important, mais on pourrait aussi imaginer évoquer le sujet avec la ville de Courdimanche, nos voisins, ou la ville de Boisemont. On est dans la même intercommunalité. Il y a peut-être des discussions à avoir avec eux, et puis il y a peut-être des subventions à aller chercher auprès de l'agglomération si on mène un projet commun en termes de nouvelle cuisine pour 2, 3 communes, par exemple. Ça se réfléchit aussi. Donc, il faudra mettre cette question-là sur la table et donc travailler à cette piste-là. Et puis, j'ai envie de dire, enfin et surtout, et j'en finirai par ça, il faudra que chacun accepte que ce travail qu'on met en place, qui doit déboucher sur une meilleure qualité gustative, une meilleure alimentation durable dans les assiettes des enfants, se traduise par une hausse des coûts pour la ville, mais aussi de tarifs pour les parents. À partir du moment où on veut que le coût dans l'assiette, le goût et le coût dans l'assiette, il a une valeur vraie, enfin quelque chose qui ressemble, qui est conforme à la réalité, bah, il faut que chacun en prenne sa part et donc il faudra accepter que ça se traduise peut-être par des hausses de tarifs qui devront être partagées entre les contribuables et les usagers. C'est comme ça que ça se dessine parce que aujourd'hui la prestation elle est globale. On a un prestataire qui tire les prix trop souvent d'ailleurs sur ses propres fournisseurs. Hein, moi j'ai envie que quand on achète un kilo de carottes à quelqu'un, que ça soit le juste coût, que la personne vive de sa production de carottes, le cas échéant. Je prends un exemple totalement bidon, mais c'est pour donner quand même ma vision des choses. Donc c'est vrai que les grands groupes comme la Sogeres, Sodexo ou Elior ou d'autres encore qu'on passe, bah, tirent les prix au maximum et ont même un système de marge arrière qui leur permet de très bien vivre, ce qui n'est pas forcément le cas des agriculteurs. Moi, je pense qu'on doit payer au juste prix ce que l'on achète comme denrées alimentaires, et donc il y a forcément un impact, et tout le monde y gagnera à terme, hein, si vraiment chacun a ce raisonnement-là. Parce que on aura quand même dans nos coûts ce qu'on n'a pas aujourd'hui visuellement, une diététicienne ou des heures de diététicienne pour composer les repas. On aura un organisme de contrôle qui devra venir dire: «Oh là là, ils font pas bien, attention, faut rectifier, il y a des risques sanitaires si on fait comme ça» et cetera.
Il faudra, évidemment, un ou plusieurs cuisiniers, un ou plusieurs enfin des commis, donc il faudra du personnel en plus quoi qu'il arrive, pour être dans cette aventure qui est une vraie aventure vraiment, ambitieuse mais, qui nous permettra de faire en sorte que les enfants reviennent de la cantine rassasiés et contents d'avoir bien mangé à la cantine. Alors attention, il n'y a pas de solution miracle, hein. Quand on produit, pour, 500, 600, 700 personnes, ça peut pas être aussi bon qu'à la maison quand, maman ou papa, fait la cuisine en direct. Mais si on peut s'approcher d'une cuisine familiale, eh bien, ça serait déjà, une belle chose. Voilà ce que je voulais vous dire pour introduire cette réunion et puis, bah, je crois que maintenant il faut que la parole, soit prise par les uns par les autres, par les services, par les parents qui sont présents et dont je remercie la présence d'ailleurs. Alors, avant de passer la parole à ma collègue Sophie Rodriguez et à Valérie Hébert, qui a réussi à se reconnecter, qui est la conseillère municipale déléguée à l'enfance. Juste déjà peut-être des réactions sur ce que vient de dire monsieur le maire. Dans ce cas-là, bah, j'ouvre, le débat. Je vous demanderai juste là, voilà, Pierre a montré l'exemple, si vous pouvez le faire, avec l'application de tapoter sur, lever la main, vous avez, des paramètres qui vous permettent de lever la main, ce qui me permet moi de donner la parole au fur et à mesure aux uns et aux autres qui la demandent. Si vous n'avez pas trouvé, le petit, lever de main, bah, dans ce cas-là, vous me faites un petit coucou ou vous prenez tout simplement la parole en donnant votre nom et en disant: «Bah, je souhaite prendre la parole». Voilà, faisons simple, mais on va trouver des solutions. Donc, Petite premier précision Stéphane, c'est le petit emoji, hein, faut voilà. cliquer sur le petit emoji pour lever la main, faut le préciser Oui, peut-être. oui, pardon, oui, 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 effectivement. Heu, on va commencer donc par Pierre Le Guérenec qui vient de demander la parole. Donc Pierre, je te passe la parole. Merci. Bonsoir à tout le monde. Bah, en fait, juste préciser, effectivement, Eric a évoqué le projet alimentaire territorial que souhaite mettre en place l'agglomération entre le Vexin et Cergy-Pontoise. Et je pense que ça sera effectivement un appui important pour la restauration. Alors, se posent des questions, hein, restauration communale, restauration partagée avec d'autres communes, restauration gérée par l'agglomération. Enfin voilà, c'est vrai que beaucoup de questions se posent. Je n'irai pas plus loin sur ce sujet. La deuxième, hier, je participais à une réunion avec Cécile sur le développement durable et de plus en plus, le problème des perturbateurs endocriniens est à la question, hein, à l'agglo, et tout ce qui pose le problème des supports des aliments plastiques, c'est-à-dire les retours à l'inox, etc., ce qui donne aussi d'énormes contraintes. Et on retrouve aussi effectivement la loi Egalim qui prend en compte aussi cette dimension-là. Voilà, c'est simplement ces deux cadres-là que je voulais rajouter. PAT, projet alimentaire territorial, sachant que nous, on n'a pas de terre qui nous produirait directement autour de Menucourt, enfin pas aujourd'hui en tout cas, des aliments en circuit court. Et puis ce problème des perturbateurs endocriniens qui devient de plus en plus un problème sérieux. Voilà, c'est tout. Merci. Peut-être une réaction, Eric ou Oui, alors c'est vrai que j'ai pas parlé de la sortie du plastique, mais c'est en effet un élément essentiel. Donc il faut éliminer je sais pas si vous le savez, mais l'an dernier déjà, on a distribué aux enfants du centre de loisirs des gourdes, qui ne sont faites sans plastique à base de, canne à sucre. Bambou? C'est ça. Ouais. Voilà, donc essayons d'éliminer le plastique au maximum. Il faut qu'on élimine, les uns les autres les bouteilles d'eau. Enfin moi je vais donner mon exemple, mais moi pour les travailler, j'ai une gourde et j'ai ma gourde pour la journée et voilà quoi. Donc, plus on éliminera le plastique, mieux ce sera. En effet, ça fait partie des questions des perturbateurs endocriniens qu'on trouve également dans d'autres substances, d'autres produits, qu'il faut évidemment plus que limiter, voilà. Projet alimentaire territorial, peut-être un tout petit mot juste. Vous connaissez ma réserve par rapport au Vexin. Je l'ai souvent dit et ceux qui ne le savent pas vont peut-être être, choqués par ce que je vais dire, mais dans une certaine partie du Vexin, l'espérance de vie est inférieure de 7 ans à la moyenne départementale et à Menucourt pour prendre l'exemple. Voilà, on vit plus vieux à Menucourt qu'à Magny-en-Vexin à cause, de trois causes. La première des causes, c'est l'eau.
fortement pollués, souvent pollués à cause de l'agriculture intensive des champs aux alentours. La deuxième raison, c'est l'accès est plus difficile avec le Pontoise. On est un peu plus éloigné de Pontoise que nous, donc du coup, les détections de cancer se font très tardivement. Et la troisième des causes, c'est des addictions diverses et variées à l'alcool notamment, mais pas seulement. Voilà, tout ça a un impact sur la santé des gens et l'espérance de vie pour les natifs, pardon, pour les natifs de cette ville-là, par exemple, elle est de 7 ans inférieure. Alors, on a Jacques Bernard qui souhaite la parole. Donc, Jacques, je t'en prie. Ah, alors, tu n'as pas ton micro, Jacques. Décidément, le Voilà. bouton micro, je ne veux pas le voir. Excusez-moi. Donc oui, aujourd'hui, première réunion, donc on voit bien que les sujets et l'exposé d'Éric nous en a donné une petite idée. Les sujets sont nombreux, vastes, complexes, compliqués. Voilà. Bon, donc on va échanger, si j'ai bien compris, et ça va être effectivement un lieu de réflexion, d'échange, d'avis, de contradiction, d'encouragement, etc., etc. Bon, une fois ceci dit, je pense qu'il faudra quand même bien qu'à un moment ou un autre, on se pose les habituelles questions quand on lance un groupe de travail ou un groupe de pilotage, à savoir quel est l'objectif? Est-ce que c'est d'être juste un lieu d'échange? Est-ce que c'est de produire un document retraçant les échanges? Est-ce que c'est de produire des préconisations, un document de préconisation? Deuxième question traditionnelle dans ce genre de groupe, quel délai? Est-ce qu'on a un délai? Est-ce qu'on s'en donne un? Troisième question assez traditionnelle, quelle méthode? Est-ce qu'on multiplie les réunions comme ça toutes les semaines ou à intervalles plus ou moins réguliers? Est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'il va y avoir comme compte rendu? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il n'y en a pas? Enfin, voilà. Donc c'est juste un point, encore une fois, un peu de méthode. Hein. C'est toujours voilà, objectif, délai, méthode. Je pense que c'est pas aussi important que le fond du sujet, mais si on veut que le fond du sujet aboutisse à quelque chose, il faut quand même qu'on se donne un petit cadre de travail. Sinon, compte tenu de l'ampleur de la question, ça risque de partir dans tous les sens et d'être finalement difficilement productif. Voilà, c'était juste une petite recommandation. Je vais redonner la parole à Monsieur le maire qui a évidemment un certain nombre de réponses déjà. Non, ouais, faut peut-être la passer, peut-être, j'allais dire à Valérie ou à Sophie, ou peut-être avant que je vais peut-être pas monopoliser la parole non plus. S'il n'y a pas de réponse, je répondrai après, peut-être, mais on va peut-être la Si, il y a laisser la des parole. réponses évidemment. Alors, je veux bien essayer de prendre la parole et essayer de la garder. Excusez-moi. Alors, d'abord, je voulais remercier d'avoir autant de personnes autour de nos écrans. Et donc, d'ici le mois de juin, en fait, on aimerait rencontrer avec Sophie les partenaires, les différents partenaires avec qui on pourrait s'associer, c'est-à-dire la mairesse, Madame le maire de Courdimanche, Madame la maire de Boisemont. On voudrait aussi aller visiter des cantines en liaison chaude si c'est possible. J'aimerais bien aller voir John Boss, mais bon, là, ça ne devrait pas nous poser trop de problèmes. Il y a même la marche là-bas, donc ça devrait aller. Ça doit être fait d'ici le mois de juin. Pour l'instant, dans 2 semaines, on visite la Sogeres pour savoir exactement comment, déjà, voir un peu comment ils se fournissent et puis voir un peu ce qu'on mange. On va essayer d'avoir aussi des informations par rapport aux différentes techniques qu'il va falloir qu'on utilise parce que passer en les eaux chaudes, ça va impliquer forcément une certaine technique, un certain savoir-faire. Et puis, voilà, on va se lancer et on va commencer déjà pour le mois de juin. Après le mois de juin, on va avoir besoin d'aide justement pour répartir les différentes tâches, je pense. Voilà. Alors, Sophie. Oui, oui, on m'entend bien. Rebonsoir tout le monde. Moi, c'était vraiment pour compléter ce que disait dans tous les cas mon élu. Effectivement, je pense que l'étude, elle est vaste. Il y a tellement de thématiques et de sujets à aborder qu'il faut qu'à un moment donné, comme le disaient Monsieur Bernard et Monsieur le maire, il va falloir ordonner un petit peu tout ça. Et c'est vrai que le point qui semblait le plus précieux pour l'instant, peut-être, c'était vraiment de voir
qu'on pouvait mettre en place en liaison chaude. Et visiblement, sur les partenaires, alors on va dire les institutions, moi je les nomme institutions, qui sont présentes sur le plan local, comme John Bost, la ferme du Château, visiblement seraient dans tous les cas en liaison chaude. Donc, effectivement, comme expliquait Monsieur le maire dans son introduction, ce qui pourrait être pertinent, c'est déjà d'aller voir comment ça fonctionne. Est-ce que dans tous les cas, au niveau de leur exploitation, tout se passe bien? Est-ce qu'ils ont des contraintes? Est-ce que le fait d'avoir des liaisons chaudes, dire sur la partie technique, effectivement, avec dans un premier temps, voir aussi après, alors il y a la ferme du Château, effectivement, comme l'évoquait aussi Madame Valérie, je me permets de dire Valérie, hein, le prénom de mon élu, c'était aussi de voir si un partenariat pouvait éventuellement être possible avec les villes de Boisemont et Courdimanche, si il y avait peut-être possibilité aussi, comme c'était signalé par Monsieur le maire, de pourquoi pas créer une petite usine centrale sur Menucourt ou peut-être sur Boisemont ou peut-être sur Courdimanche. Enfin, voilà. C'est vraiment toutes ces questions-là que nous sommes en train de nous poser en se disant bien que de toute façon, le plus précieux pour nous tous, c'est de se dire surtout ce qu'on voudrait. C'est qu'en 2023, alors pourquoi 2023? Parce que je pense que vous savez peut-être pas tous encore que le marché de restauration actuel qui s'est fait en groupement de commandes, il prend fin au 31 décembre 2022. Donc, c'est vraiment la date butoir que s'est fixée, dans tous les cas, la ville, la municipalité, pour dire, eh ben voilà, on se donne vraiment tout ce délai pour réfléchir à de quelle manière on pourrait manger autrement et surtout pour avoir, comme le signalait Monsieur le maire aussi en introduction, c'est de voir peut-être des enfants, dans tous les cas, on va dire, qui sortent de la restauration avec plus de satiété, dans tous les cas, et puis certainement, on va dire qu'ils soient aussi en pleine forme pour prendre leur cours de l'après-midi en ayant bien déjeuné, voilà, tout simplement, et avec des produits dans tous les cas qui soient de qualité. Et puis notamment, alors ça, ce sera la deuxième partie, excusez-moi, hein, ce sera vraiment la deuxième partie du volet de cette étude qui pourrait démarrer une fois que toute la partie technique, comme c'était signalé, il y a aussi ce projet d'aller visiter des villes qui sont déjà en liaison chaude, où on pourrait aller voir aussi leurs témoignages, comment c'est vécu, quel est le coût, qu'est-ce que ça peut représenter, est-ce que c'est viable ou pas économiquement. Enfin, tout ça, c'est vraiment l'étude sur laquelle on doit travailler dans les 3 mois, avec dans tous les cas le résultat qui serait fourni au groupe de travail au plus tard fin juin 2021. Ça, c'est vraiment la première étape. Et la deuxième, comme le disait Monsieur Bernard, et puis plein d'autres, ce sera effectivement de voir la qualité des produits qu'on mettra dans l'assiette de nos enfants à partir de 2023. C'est vraiment ça la priorité, où là, je pense que l'ensemble des membres du comité de pilotage aura de toute façon sa part d'échange, et je pense qu'il y aura peut-être même des moments où il y aura d'abord des débats. Hein. Mais de toute façon, le tout ne se fera qu'avec un cadre, c'est la loi Egalim, comme on le disait, il y a le PNNS, il y a la loi Egalim, et il y a quand même pas mal, dans tous les cas, d'autres lois législatives qui cadrent vraiment la restauration collective. Voilà ce que je pouvais dire pour l'instant. Merci Sophie. Alors je vais tenter de demander un peu l'avis aux parents présents. Je vais juste en quelques secondes pour compléter la réponse à Jacques d'une part et puis pour synthétiser un peu ce que vient de dire Sophie. Pour les délais, premier délai, effectivement, c'est décembre 2022, marché qui se termine. S'il faut, d'ailleurs, on relancera un petit marché d'1 ou 2 ans si on n'est pas prêt à passer à autre chose pour le moment. Autre délai, on vous invitera juste après cette réunion, enfin, ou dans les semaines à venir, à une nouvelle réunion en juin. Et le temps entre mars et juin que l'on va exploiter là avec les services, c'est ce temps de travail dont parlait Sophie, de rencontre à la fois des futurs partenaires, les associations de handicap, la Châtaigneraie aussi, on l'a oublié, et les communes alentours, pour voir quel type de partenariat il pourrait exister et qu'est-ce qu'il existe dans ces structures. Voilà, ça c'est le premier cadre, et en juin, on viendra vous raconter ce qu'on a pu récolter comme information, et on avancera au petit à petit. Donc comprenez que ce comité de pilotage, puisqu'on l'a nommé ainsi, viendra l'alimenter pour le débat, et on avancera. Nous, on ira chercher les informations techniques, les partenaires, on vous racontera ce qui a été
partager avec eux et ensuite les débats seront alimentés comme ça de ce comité de pilotage qui aura lieu à peu près tous les 3 mois. On verra, ce ne sera peut-être pas toujours 3 mois, on verra comment. Donc là, je vais peut-être demander aux parents connectés de prendre la parole, peut-être sur tout ce qui a été dit ou d'autres sujets si vous le souhaitez. Alors, Madame Gérard, Madame Guriec, j'en oublie. Allez-y, ouvrez vos micros et puis n'hésitez pas, sauf si vous ne le souhaitez pas. Mais... Madame Guriec, j'avais une petite question. Monsieur le maire a dit que du coup, a priori, il y aurait des coûts plus importants. Comment, voilà, si vous avez déjà réfléchi au sujet, est-ce que ça va être réparti sur les différentes classes de parents qui ne payent pas tout ce qui est cantine, etc. Ou ce sera seulement sur les classes les plus aisées? Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé sur cette question-là? Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que Monsieur le maire peut-être réponde à celle-ci, d'autres parents? Comme ça permettra de répondre à plusieurs questions. Ou est-ce que seule cette question pour le moment? Oui, Madame Nassois, je voulais juste savoir, j'ai peut-être pas tout compris, mais est-ce que vous avez déjà pris contact avec les maires de Courdimanche et de Boisemont ou c'est seulement l'état de projet? En fait, c'est ça ma question. Si vous leur en avez déjà parlé de votre projet ou pas encore? Est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on peut prendre également ou est-ce qu'on répond à ces deux questions? Si personne ne prend la parole, je propose Monsieur le maire de répondre à la première question et puis à la deuxième, on répondra également. Non, alors on n'a pas réfléchi à quel serait exactement l'impact sur le coût. Aujourd'hui, moi, j'ai pas vraiment d'idée. Alors, je sais combien coûte le repas, le prix de revient du repas à menu court aujourd'hui. Les parents payent enfin, je crois que le minimum c'est 50 et quelques centimes pour les quotients les plus bas. C'est un taux d'effort, donc chacun un peu un tarif unique, hein. Et ça va jusqu'à 6,50 € si je ne me trompe pas maximum, en sachant que le coût est à peu près autour de 8 €. Ce qui est à peu près le coût d'une restauration collective. Voilà. Forcément, ça va augmenter si on veut, le coût de revient va forcément augmenter si on veut vraiment avoir le maximum de produits durables dans les assiettes des enfants, mais c'est logique, enfin, c'est les prix du marché. On a un peu de part de bio actuellement dans les écoles. On a fait aussi le choix d'avoir des viandes uniquement françaises, etc. Mais voilà, après, c'est quelle qualité de viande et de poisson également. Donc, il y aura forcément un impact à la hausse sur le coût. Il ne peut pas en être autrement, notamment si on a de la production sur site, parce que forcément, il y aura des salariés à recruter, un cuisinier notamment au minimum. Mais ça devrait être réparti sur tout le monde. Enfin, chacun devra contribuer à l'effort et pas seulement ceux qui payent déjà 6,50 €. Ça doit être réparti équitablement. Voilà. Je rappelle d'ailleurs que à une époque, le tarif minimum était à 1 €. Il avait baissé quand, avec Nadia, on a mis en place le taux d'effort. Voilà, on pourrait quand même revenir à un tarif peut-être plus conforme, plus conforme. Donc non, tout le monde devra participer à l'effort, ça me paraît important. Sur l'autre question de Madame Nassois, non, on n'a pas encore pris attache avec les autres communes voisines. On va le faire. En fait, on l'a évoqué avec des élus de l'agglomération de Cergy-Pontoise en début de semaine parce qu'on avait un rendez-vous sur ce qu'on appelle la mutualisation. Et donc, comme il y avait une colonne périscolaire, eux voulaient nous parler de mutualiser des animateurs. Et nous, en périscolaire, on avait compris qu'on allait parler cantine. Donc, du coup, on n'était pas tout à fait en phase. Mais du coup, on a évoqué cette question-là avec Stéphane Delaporte et donc l'élu de Pontoise qui est en charge de la mutualisation. Mais j'ai des réunions mensuelles avec les 12 autres maires de l'agglomération de Cergy-Pontoise, dont Elvira Jaouen et dont Stéphanie, j'ai oublié son nom de famille, c'est Non, terrible. pas le blanc. Vendeuve. Voilà. Non, Non, Stéphanie, bon, je suis en train de D'accord. tant pis, c'est Stéphanie pour moi. Donc voilà. Donc je leur en parlerai prochainement. Je ne sais pas si ça pourrait les intéresser, mais
Mais en tout cas, ça vaut le coup de leur poser la question. C'est quand même des communes très voisines. Enfin, on est à 1 km de Boisemont et on est sur le 1 km du village de Courdimanche et à 1,5 km de leurs écoles des Croisettes notamment, pour les plus lointaines. Donc, il y a peut-être une possibilité de travailler ensemble. Et moi, s'il doit y avoir une construction d'un équipement commun pour nos 3 communes ou pour 2 communes, j'en sais rien, j'ai pas de religion, il peut très bien être, enfin sur cet aspect-là en tout cas, il peut très bien être situé entre Menucourt et Courdimanche, sur la commune de Courdimanche, peu importe, tant qu'on peut livrer en très peu de temps, de façon propre, transporter de façon propre, c'est-à-dire avec des véhicules propres, les repas directement dans nos écoles. Donc, moi, je n'y vois aucun inconvénient. Donc, il y a peut-être un projet avec ces communes-là. Mais c'est aussi intéressant de voir avec ce qu'on a déjà sur place à Menucourt aussi. Et donc, avec les partenaires qui ont été évoqués tout à l'heure, John Bost, Cap-de-Vent, la Châtaigneraie, la Page. Voilà. Donc, c'est peut-être intéressant quand même de regarder ce qui se passe chez nos voisins d'à côté, puisqu'on n'y pense pas forcément toujours, mais forcément, ils ont des résidents et des personnels qui déjeunent le midi. Donc, il y a quelque chose à faire là-dessus. Je vais rebondir sur ce que disait Sophie Rodriguez. Elle a raison de rappeler l'échéance du marché. Donc, 31 décembre 2022, fin du marché actuel avec la SGRS. Stéphane nous disait, s'il faut relancer une année, on peut relancer une année si on n'est pas prêt, mais on pourrait aussi imaginer y aller progressivement. Alors, Jacques demandait tout à l'heure quel est l'objectif. Moi, je souhaite qu'on mette tout sur la table, c'est important. Donc là, on est allé rapidement sur la question de la liaison chaude, mais moi, je pense il faut quand même qu'on évoque entre nous, alors ça peut être à la prochaine réunion dans le détail, mais avantages, inconvénients de la liaison froide, avantages, inconvénients de la liaison chaude, avantages, inconvénients de la cuisine sur place, parce que dans les cas, dans tous les 3 cas, il y a des avantages et des inconvénients. Il y a de la littérature, on peut trouver des choses sur Internet, donc il faut vraiment qu'on mette ça sur la table. Et donc, j'espère qu'on pourra avoir une réunion physique. D'ailleurs, en présentiel, ce sera quand même beaucoup plus simple qu'à distance. Donc voilà, mais on pourrait imaginer, imaginons qu'on ne soit pas prêt, ou imaginons qu'on soit prêt partiellement. On peut imaginer, si c'est possible, de faire de la liaison chaude dès le 1er janvier 2023, de faire des liaisons chaudes pendant l'année scolaire et de conserver de la liaison froide sur les petites vacances ou les vacances scolaires, ce qui permettrait notamment aux cuisiniers de pouvoir être en congé quand parce que ces agents-là auront aussi des congés, donc il faudra bien les remplacer à des moments aussi, quoi. Voilà, donc il faut peut-être l'imaginer, cette évolution par étapes. Je fixais tout à l'heure 2026 pour qu'on arrive à quelque chose de vraiment formidable, mais forcément, ça démarrera dès le 1er janvier 2023 où on devra déjà avoir avancé sur les possibilités que l'on aura collectivement arrêtées. Valérie Hébert évoquait tout à l'heure la rencontre des partenaires pendant les 3 mois qui viennent, ou les 2 mois et demi qui viennent. S'il y a des parents disponibles, je trouve que ça pourrait peut-être être intéressant que des parents se joignent à Valérie ou à Sophie. Enfin, moi, je pense qu'il y a peut-être un intérêt aussi d'y associer des parents concrètement, enfin que chacun se sente investi de cette mission, parce que voilà, je pense que ça nous concerne tous. C'est vraiment une question de société extrêmement importante et qu'elle nous concerne, cette question, qu'elle est au premier plan aujourd'hui quasiment dans toutes les villes de France, hein. Tout le monde se pose la question de savoir. Beaucoup de communes sont passées à la liaison froide il y a 30-40 ans. Aujourd'hui, il y a une volonté de remettre du goût dans l'assiette, même si c'est pas si simple, hein, liaison chaude, liaison froide. Mais voilà, donc si des parents veulent participer, s'investir vraiment et travailler avec les services et avec nos élus disponibles, merci par avance. Alors, avant de donner la parole à Pascal, la maire de Boisemont s'appelle Stéphanie Saville. Voilà. Saville. On dit Saville, effectivement. Pascal. Oui, alors vous inquiétez pas si je suis en voiture, mais j'ai mon chauffeur maintenant qui est en conduite accompagnée, donc je peux entièrement parler. C'est lui qui a le volant dans la main. Juste deux choses. L'autre jour, je suis tombé sur un lien qui parlait des aides d'État pour les communes, justement, pour toutes ces réflexions qu'on est en train de mener aujourd'hui. Alors, par contre, il donnait un chiffre, enfin, il donnait pas le chiffrage d'habitants. Je l'avais envoyé à Valérie.
je ne sais pas si ça vaudrait pas le coup aussi de voir aujourd'hui, parce que je pense que c'est un objectif au-delà. C'était mon premier truc. Et après, le deuxième, moi, si je suis rentré au comité parce que ça m'intéresse, de connaissance, je pense qu'il faut, enfin, Eric en parlait un peu, beaucoup en ont parlé, je pense qu'il va falloir aussi faire des groupes de travail sur tous ces questionnements, parce qu'on ne peut pas tout faire. J'ai entendu, tu disais, faut qu'on fasse un bilan de liaison chaude, liaison froide, le plus, le moins, quoi, voilà. Ça peut être un groupe de travail qui peut travailler là-dessus. Ce que vont faire, je dirais, Valérie avec l'ensemble, je passe les prénoms parce que je ne voudrais pas me planter, je le saurais. Enfin, ça va être un autre groupe de travail, tu disais. Mais je pense qu'il y a un groupe de travail de réflexion aussi peut-être à avoir, alors je ne sais pas, on dit les légumes, il faudra bien les trouver. Moi, je pense qu'il faut peut-être regarder, des agriculteurs, il y en a, est-ce qu'ils ont la capacité de livrer autant de produits qu'on aura peut-être besoin. Déjà, j'avais déjà posé la question, est-ce qu'on sait chiffrer aujourd'hui dans nos cantines ce que ça représente comme quantité. Voilà, mais le gros du truc, si je suis rentré au comité, c'est pour faire partie d'un groupe de travail qui, quel qu'il soit, on réfléchit pour qu'on puisse travailler et les en rendre compte dans nos réunions. Voilà moi ce que je voulais dire sur ma participation. Alors, juste, si je peux réagir à ce que tu dis, Pascal, oui, il y aura sûrement sur des thématiques des groupes de travail. Il n'en faut pas sur toutes les thématiques parce que il ne faudrait pas construire une usine à gaz à laquelle finalement on se noie et puis on arrive à accoucher d'une souris à la fin. Donc oui, des groupes de travail, maintenant il faut le maîtriser suffisamment pour ne pas arriver à construire quelque chose qu'on ne maîtrise plus à la fin et dans lequel on se perd. C'est un avis un peu particulier peut-être, mais comment dirais-je, pour l'avoir vécu, voilà, c'est un avis d'expérience en tout cas. Merci Pascal pour le petit pouce. Est-ce que d'autres souhaitent, d'autres personnes, des collègues également, d'autres élus ou des parents, bien sûr, veulent prendre la parole avant qu'on se quitte? Oui, moi je voulais intervenir, donc je suis Madame Girard, parent Happy. Déjà, je voulais savoir si on pouvait éventuellement se rapprocher de communes ayant déjà mis ce type de restauration en place. Ça peut être intéressant de savoir quelles ont été leurs démarches, comment ils s'y sont pris. Et d'autre part, moi, ça fait maintenant bientôt 15 ans que je travaille pour le groupe Elior. Je suis responsable de restaurant. Donc, je pense avoir peut-être des choses à vous apporter et des renseignements qui peuvent être intéressants. Et je suis actuellement en chômage partiel en plus, donc j'ai un peu de temps libre, voilà. Et si vous étiez cuisinière en plus, ça serait parfait. Alors, j'ai un BEP-CAP cuisine, mais ça fait très longtemps que je n'ai pas pratiqué. Je plaisante, bien sûr. On va prendre également Nathalie, alors relais de quartier Cornouillet, c'est Nathalie Guinet, donc, et puis après, c'est monsieur le maire ou Valérie. Nathalie? Oui, moi je voulais juste dire que je trouvais que le projet était ambitieux. En plus, ça peut peut-être créer de l'emploi. C'est pas mal. Par contre, je voulais revenir sur les tarifs. Alors, c'est vrai que s'il y a de la qualité, ça passe par une augmentation. Mais est-ce qu'on peut réfléchir pour les maternelles? Parce que je crois que les maternelles payent le même tarif que les primaires. Et les petits, première année, ils ne mangent pas autant que les grands. Est-ce qu'on peut réfléchir à ça dans le projet? Je vois que Madame Gérard a levé à nouveau la main, ou alors c'est peut-être… Non, je pense que c'est peut-être resté de tout à l'heure. Non, c'est resté, mais j'ai baissé la main. D'accord, bon, parfait. Je vais l'enlever, bougez pas. Voilà. Valérie ou Eric, vous voulez intervenir sur les questions qui ont été posées? Valérie? Alors, pour ce qui est de l'aide de Madame Girard, j'y ferai sûrement appel. Mais parallèlement à ça, on ne pourra pas tout visiter avec beaucoup de monde. Par exemple, à la Sogérès, on est limité. Moi, j'avais pensé y aller avec pas mal de personnes pour voir la Sogérès. Et on est limité à 3 personnes. Donc, on va y aller avec 3 au maximum. Après, il y a peut-être la possibilité de réorganiser une autre visite. Donc, moi, mon objectif, c'était d'y aller. Pour les tarifs élémentaires et maternels,
On peut se poser la question, mais pour l'instant, c'est vrai que je ne sais pas comment ça fonctionne. Il y a peut-être Sophie qui peut peut-être plus me répondre. Ah, Alors, on a également des questions de Laurent, Jacques et Sophie, évidemment. Sur le tarif, peut-être, Eric, oui. Sur le tarif, nous, les repas qu'on achète à la Sogeres, ou quel que soit le prestataire, ce serait pareil, j'imagine, hein. Moi, je connais pas ni Compass ni Elior, je n'ai pas de connaissance de lieu où ils différencient la facturation des repas selon maternelle ou élémentaire. Quand ils font une offre commerciale, ils la font pour le prix d'un repas en fonction du nombre de composantes. Donc, nous, on n'a pas de différence. Ce qui nous est facturé est sans nuance entre les deux. Mais il faut surtout rappeler, c'est que sur le coût de revient du repas, ça représente peut-être 30% ce qu'il y a dans l'assiette. Le reste, c'est principalement du personnel. Et c'est après tous les frais d'énergie, l'eau, enfin tout ce qu'on utilise comme fluide, c'est un ensemble de choses, la décomposition du coût de revient du repas. Et si en effet un enfant de maternelle mange moins qu'un enfant d'élémentaire, tu as totalement raison, puisque je prends l'exemple des viandes, on est à 50 grammes de viande pour un maternel, 70 pour un élémentaire et 100 grammes pour un adulte. Il n'empêche que l'encadrement, il est plus important chez les maternelles que chez les élémentaires. Donc je pense que l'un dans l'autre, la différence, si on devait faire finement la différence du coût de revient entre les deux, elle serait finalement pas très très éloignée, mais la question a le mérite d'être posée et on peut y réfléchir. On peut y réfléchir. Jacques parlait tout à l'heure en disant il faudrait de la méthode. Enfin, voilà, moi, s'il y a des volontaires parce que je pense qu'un groupe de travail, ça serait bien que à la prochaine réunion de juin, il y ait quelques personnes, 3, 4, 5, j'en sais rien, volontaires, aient travaillé sur liaison chaude, liaison froide, qu'une faites sur place, avantages, inconvénients, cette partie-là, et nous fasse un petit compte rendu à nous tous la prochaine fois. Ça serait bien, donc Valérie, avec 2, 3 personnes qui va se rendre. Alors, c'est vrai que la crise sanitaire ne permet pas de se déplacer en masse, C'est ça. mais s'il y a des gens qui sont quand même, si c'est possible, en tout cas d'aller ou de différencier les personnes, avec la Sogeres, 2 personnes avec toi, 2 autres personnes peut-être pour aller voir Monsieur Doury et Nadia Lamarche au niveau de John Bost, idem pour Cap Devant, etc. Voilà, s'il y a 2, 3 personnes qui peuvent, ou 5 personnes dans un petit groupe, qui peuvent aller visiter, etc. Et pourquoi pas, je crois que c'est non, c'est pas Madame Lassois, je sais plus, qui demandait tout à l'heure, qui disait tout à l'heure, ça serait intéressant d'avoir une vision d'une ville qui a déjà mis une liaison chaude en place. Je crois qu'il y a Aisanville dans le Val d'Oise, mais il y en a sûrement d'autres à proximité, il y en a d'autres. dans les Yvelines ou à côté, Madame j'en sais rien, Girard, peu ouais. importe. C'est Madame Girard, pardon. Madame Girard. Ouais, très bien, Madame Girard. Donc, ça serait bien, peut-être avec Madame Girard, d'aller en effet sur un site, en prenant contact avec une ville, les services, d'aller voir une ville en particulier pour voir comment ça se passe, comment ils l'ont vécu. Alors, faut qu'ils nous accueillent, évidemment, hein. Mais voilà, ça serait bien qu'on ait en effet aussi cette expérience un peu particulière d'aller voir, tiens, à Aisanville, par exemple, ça a été un peu compliqué sur telle partie, par contre, ça a été assez facile sur telle autre, voilà. Qu'on ait au moins ce retour d'expérience au mois de juin également. Donc, si on pouvait avoir un peu ces 3 données d'ici le mois de juin, déjà, ça me permettrait d'avancer sur ces éléments-là et voir à partir de quoi on peut démarrer un projet beaucoup plus concret dès la rentrée pour cette première échéance qui est 1er janvier 2023. Alors, dans l'ordre, on aura Laurent Jouvet, Sophie Pascal oui. et Alain Moreau. Alors, Laurent Jouvet déjà. Bonsoir à tous. Moi, je voulais juste vous faire une petite précision. Alors, pour ceux qui ne savaient pas encore, j'avais travaillé un petit peu sur le sujet il y a quelques temps. J'avais parlé d'une légumerie. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé. On a vaguement esquissé le sujet tout à l'heure sur, notamment avec toi, Pascal, sur la quantité de produits dont on aurait besoin, etc. J'ai retrouvé mes petites fiches et donc c'est bien une légumerie bio qui est en Île-de-France, qui est tout à côté puisque c'est situé sur Flins-les-Mureaux, donc c'est vraiment tout proche. Et voilà, je pense que c'est aussi quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille parce que je pense que ça peut être intéressant
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le principe d'une légumerie telle qu'elle est présentée là, c'est un établissement pardon, qui va acheter les légumes sur des maraîchers autour. Donc là, c'est vraiment ça. Le but, c'est d'aller chercher des maraîchers, de réduire, de faire un circuit court et de travailler les légumes de façon à ce qu'ils arrivent en cuisine déjà prêts à être travaillés. Ça permet de gagner du temps sur la préparation, donc entre l'épluchage, le taillage, etc. Donc, je pense que ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. Alors, il y a celle-ci, il y en a peut-être d'autres autour. Moi, je sais que j'avais vu celle-ci. Mais donc, voilà. Donc, ça, après, je pourrais transmettre la fiche au service parce que j'ai tout retrouvé mes petites notes. Donc, il y avait ça. Et puis, le deuxième point, il y a Nathalie a parlé pour les plus petits enfants, mais il y a peut-être aussi pour nos seniors, notamment sur le partage des repas. Je pense que ça peut être le portage, pardon, des repas. Je pense que ça peut être aussi quelque chose qui peut être intéressant à partir du moment où les repas seraient faits euh, à côté, de pouvoir en faire profiter aussi les plus âgés. Voilà, c'était déjà les petits points sur lesquels je voulais revenir. Merci à vous. Merci Laurent. Pascal? Très rapide pour dire à Valérie que je suis volontaire, si vous m'entendez. Je suis volontaire pour faire partie du groupe de travail sur le plus-moins, regarder, essayer de piocher un peu pour peser un peu, je dirais, cette question-là. Donc je suis volontaire, Valérie, pour intégrer ce petit collectif. Voilà, c'était tout. Merci Pascal. Alain Moreau. Alain. Oui, vous m'entendez là? Oui. Oui. Oui, simplement pour. Je me souviens qu'au niveau du collège de Menucourt, il y a une liaison chaude qui est faite sur place. Peut-être, je ne sais pas si ça continue, mais c'était comme ça. Donc peut-être aller voir aussi la liaison chaude sur place du collège, hein, puisque ça fait des années et des années qu'ils font ça, quoi. Merci Alain. Alors, juste pour synthétiser le tout, on va organiser donc trois ou quatre groupes et on va faire un mail commun à tous et où chacun pourra répondre. L'un pour visiter les associations, n'oublions pas la Châtaigneraie, le collège comme vient de le signaler Alain, et les associations de personnes qui accueillent des handicapés à Menucourt, il y en a 3. Un autre groupe pour aller visiter, pourquoi pas une grande ville et une petite ville. Ça pourrait donner et essayer de récolter des documents et notamment leur avis et les modèles économiques qu'ils ont mis en place pour que ça fonctionne. Et puis un autre groupe qui visiterait la légumerie et pourquoi pas la Saugeresse, ou si, je crois que c'est Madame Girard, à ses entrées, je ne sais plus quel était l'autre prestataire dont elle nous a parlé, mais ben, on peut aussi aller visiter ce prestataire. Donc ça ferait 3 groupes distincts, chacun répondra par la négative ou la positive, mais il faut répondre parce que ça évitera quand même qu'on attende les réponses, donc on donnera un petit délai. Et puis Sophie, qui accompagnera ce projet-là sur toute la durée, eh bien, définira une date ou 2 dates en fonction des possibilités. Chacun nous dira oui, non, je viens ou je ne viens pas. Je vais repasser donc la parole à Monsieur le maire. Oui, des petites précisions ou des petites choses qui me sont venues à l'esprit suite aux interventions des uns et des autres. J'ai vu la question de la légumerie et du portage de repas pour les seniors, en sachant quand même que les seniors, il y a toujours la question de l'assaisonnement des plats, hein. Beaucoup ont des régimes alimentaires plus stricts et donc suite à des problèmes de santé. Donc, mais cela dit, il faut y penser, c'est important ce que disait Laurent Jouvet là-dessus. La légumerie des Mureaux, Flins, j'avais un écho sur leur situation financière très compliquée. J'espère qu'elle a pu s'en sortir. Mais moi, j'ai eu des informations il y a quelques semaines comme quoi ça risquait de péricliter. J'espère que ce n'est pas le cas. Parce qu'en effet, tout ce qui peut être préparé en amont sur les légumes, bah, c'est toujours ça de gagner pour la préparation, la mise en place des entrées notamment ou des légumes pour la cuisson, etc. C'est beaucoup plus simple, évidemment, s'il n'y a pas besoin d'éplucher ni de préparer et de tailler les légumes ou les fruits. Et puis une petite précision de langage. Alors, liaison chaude et cuisine faite sur place, c'est 2 choses différentes.
Liaison chaude, ça veut dire qu'il y a nécessairement un transport d'une cuisine centrale, mais sauf que les repas arrivent à chaud, déjà à 63 degrés, sur un autre site. Le collège, c'est une cuisine faite sur place. Voilà. Donc on est encore dans un autre cas. Je ne crois pas qu'on soit capable de faire de la cuisine sur place dans nos 2 groupes scolaires principaux. Mais faudra quand même regarder. Enfin, moi, il faudrait quand même qu'on arrive à avoir, faut qu'on trouve quelqu'un, un prestataire, euh, quelqu'un qui puisse nous dire nos offices actuels permettent ou ne permettent pas de faire de la cuisine sur place. Et si c'est possible de le faire sur place, à quelles conditions, avec quels travaux, avec quelle installation, etc., etc., la plonge, voilà. Et si on passe aussi à l'inox à la place des plateaux stratifiés, etc., donc il faudra un système de plonge encore différent. Voilà. Donc toutes ces questions-là, il faut qu'un professionnel, quelqu'un puisse nous dire. Donc ça aussi, il faut qu'on trouve quelqu'un aussi d'ici le mois de juin qui vienne nous dire voilà ce que nos offices actuels sont capables de prendre ou de faire actuellement et à l'avenir. Donc ça, il va falloir qu'on trouve en parallèle avec les services quelqu'un de professionnel qui puisse nous le dire. Alors, avant de Voilà passer ce que la je voulais parole, ajouter. merci Eric. On aura donc Barbara et Jacques. Avant cela, donc moi je propose que évidemment Madame Lemoine et Madame Net travaillent sur cette question et contactent des prestataires qui pourront venir faire des devis. Madame Lemoine, donc directrice des services techniques, et France Net, qui est dans les offices, donc qui est responsable des offices et qui gère les personnels qui interviennent dans nos offices. Donc c'est bien approprié pour vous, mesdames. Je vous invite d'ici juin à nous faire cette petite enquête et nous ramener des éléments. Alors, Barbara. Oui. Moi, je voulais juste reparler en fait des enfants parce que effectivement, voilà, travailler avec eux aussi sur ce projet, ça peut être riche et puis ça leur permettra de s'approprier aussi les choses. Alors effectivement, je pense que en dessous du CM1, ça paraît difficile. Donc voilà, je voulais remettre ça un petit peu sur le devant de la scène, pour pas qu'on l'oublie. Merci Barbara. Jacques? Oui, c'est juste une petite idée qui me vient comme ça, et comme j'ai peur de l'oublier après, je préfère la mettre sur la table tout de suite. Dans une autre vie, enfin du temps où j'étais actif, je me suis pas mal occupé de centres de formation d'apprentis. Et parmi ceux-ci, des centres de formation d'apprentis des métiers de bouche. Je ne sais pas, dans mon lointain souvenir, parce que ça remonte à quelques années, dans mon lointain souvenir, il y avait un CFA des métiers de cuisine-restauration à Osny, sauf Oui, erreur, tout à fait. hein, qui dépendait peut-être de la chambre de commerce locale, enfin bon, voilà. Et souvent dans ces établissements-là, un des problèmes qu'ils ont à traiter, c'est écouler leurs produits quand ils font fabriquer des choses par des jeunes. Voilà, qu'est-ce qu'on en fait, quoi, au bout d'un petit moment. Bon, il y a souvent des restos d'application où c'est d'ailleurs assez sympa d'être ou de participer aux séances d'examen. Ça, je me suis régalé à plus d'un titre. Mais voilà. Donc, si jamais, enfin, je sais pas, je mets ça sur la table. Si jamais ce centre existe toujours à Osny, là, dans le ressort de la CCI, est-ce qu'il n'y aurait pas, alors pas pour les repas dans leur intégralité, parce qu'il faut pas rêver, ils sont pas, enfin, c'est pas leur mission et c'est pas leur objectif, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un partenariat à nouer pour qu'ils puissent, le cas échéant, apporter de temps en temps quelque chose, je sais pas, un dessert, une entrée, le pain, enfin j'en sais rien, je sais pas quoi, mais comme ils touchent à tout, s'ils ont une production qui peut venir en complément du système qu'on mettra en place, c'est pas très loin, les problématiques de livraison, à mon avis, doivent pouvoir se régler assez facilement. Enfin voilà, je le mets sur la table parce que je me dis que là, ça serait assez sympa finalement d'avoir comme ça ce genre de lien entre le monde de l'apprentissage et le monde des jeunes qui demain devront se poser des questions sur ce qu'ils vont vouloir faire. Et puis par ailleurs, ça peut nous permettre de varier un tout petit peu les menus des quotidiens. Voilà, c'est tout. Merci. Alors, merci Jacques. Deux prises de parole encore. Et entre deux, vous signalez juste pour peut-être ne pas l'oublier qu'aujourd'hui, le pain, il est pris chez le boulanger de Menucourt. Voilà, c'est important de le dire. Sophie et ensuite Laurent. Sophie?
Alors, Laurent, je t'en prie, Laurent. Bonsoir. Oui, moi, je voulais rebondir sur le propos de Barbara parce que c'est vrai que c'était quelque chose sur lequel j'ai eu beaucoup de retours là-dessus, qu'à partir du moment où il y avait une cuisine comme ça, un petit peu centrale, enfin une cuisine qui était faite sur les communes comme ça, euh, c'est vrai que ça favorisait le travail après, notamment avec les enseignants, tout ça, de pouvoir en faire une cuisine pédagogique pour les enfants. Et je pense que Barbara a vraiment raison là-dessus. Enfin, je pense que ça peut être en plus intéressant pour les enfants aussi, pour redécouvrir un petit peu l'alimentation. Je pense qu'en plus, au niveau des écoles élémentaires, hein, c'est hyper important parce que c'est quand même toute la phase d'apprentissage du goût. Et je pense que là, il y a vraiment un travail à faire pour que justement tous ces enfants aient un palais qui soit quand même développé, qui sachent ce qu'ils vont manger, enfin ce qu'ils mangent, pourquoi, et comment c'est fait. Et je pense que là-dessus, il y a aussi vraiment un travail hyper intéressant à faire. Voilà. Et puis sans quoi, je me mets aussi à disposition de Valérie pour toutes les commissions qu'elle pourra avoir besoin, avec grand plaisir, en fonction du temps, bien sûr. Mais voilà, voilà. Merci bien. Merci, Alors, Laurent. Sophie avait demandé la parole, mais son micro était coupé. Ah, c'est ça, ton micro est coupé, Sophie, donc on te redonne la parole. Il faut que tu mettes ton micro, Sophie, il est coupé. Non, ça marche toujours pas, il est coupé ton micro, Sophie. Je ne peux pas te le remettre moi là, mais ah, il est C'est bon. bon? Voilà, c'est bon. Problème technique là, hein. Oui, je voulais Oui. juste rebondir sur la participation des CM1, CM2, comme ça a été évoqué par plusieurs, hein, dans tous les cas pendant ce temps. Oui, je pense qu'effectivement, ce serait pertinent dans tous les cas qu'ils soient consultés. De quelle manière? Je pense que ce sera dans tous les cas à voir avec le comité de pilotage quand on sera certainement sur la partie qualité des produits. Qu'est-ce qu'on aimerait trouver dans notre assiette? Et puis, quels sont dans tous les cas leurs avis sur ce qu'ils dégustent à l'heure actuelle? Alors, est-ce que ce sera par le biais d'un questionnaire? Est-ce que ce sera effectivement peut-être de les faire participer, pourquoi pas, à un comité? Ça, ce sera à définir dans tous les cas avec les membres qui voudront bien participer dans tous les cas à cette deuxième phase de l'étude. Mais voilà, ouais, c'est une super idée. Et je voulais juste aussi ajouter qu'on avait travaillé ça avec Christophe. C'est qu'à la fin de la réunion, c'est-à-dire demain, par mail, vous devriez recevoir quelques liens utiles enfin, si vous voulez au moins vous approprier quelques notions. Liaison froide, liaison chaude, qu'est-ce que c'est? Le PNNS, qu'est-ce que c'est? Enfin voilà, on prendra l'initiative de vous envoyer à vous tous qui êtes participants quelques liens qui vous permettront, si vous êtes intéressés, d'en savoir un petit peu plus par rapport à ça, quoi. Voilà. Bien. Merci, Sophie. Donc, Pierre, et puis je donnerai la parole à Eric pour conclure. Ça fait 58 minutes que nous sommes en réunion. Je vous propose de conclure dans 2 minutes. Ça fera 1 heure, c'est bien, hein, pour ce débat. Pierre, et ensuite Monsieur le maire. Mais écoute, je t'ai vu boire un verre d'eau, Stéphane, tu fais bien. Donc, dans une cantine, on mange et on boit. Et donc, justement, je me disais que le petit groupe, enfin le petit comité qui est en train de se créer autour de l'eau pourra accompagner aussi de manière éducative la manière de consommer de l'eau, avec quel récipient, etc. Enfin, voilà, il pourrait y avoir un accompagnement sur cette dimension qui est le boire. Il y a le manger, il y a le boire. Voilà, c'est tout. Merci. Alors, je vais donner la parole à Monsieur le maire, mais je montre d'abord mon verre pour montrer également que Pierre, c'est un verre zéro déchet Et qui est oui, je l'avais réutilisable repéré. tout le temps. Je Très l'avais bien. repéré. Merci. Alors, à juste titre, Barbara et Laurent ont rappelé le centre du sujet, c'est l'enfant. Donc Barbara s'étant proposée, moi je propose à Barbara donc qu'elle aille faire quelques tours dans les cantines d'ici le mois de juin pour enregistrer des paroles d'enfants en lui demandant, tiens, voilà, alors les lentilles que tu manges, est-ce que tu aimes les lentilles? Voilà, interroger, voilà, des paroles d'enfants, ce serait intéressant qu'on en ait. Alors il y a le qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, bien entendu, mais ça, d'un enfant à l'autre, ça va être extrêmement différent. Mais c'est peut-être important d'avoir d'abord cette parole-là, ce que les enfants aimeraient avoir dans l'assiette. On sera sûrement surpris, je pense, par rapport aux envies. Et puis peut-être les interroger par rapport à ce qu'ils n'aiment pas en général à la cantine. Pourquoi ils n'aiment pas? Est-ce que c'est parce que le produit, ils ne le mangent jamais à la maison? Est-ce que c'est parce qu'ils trouvent que c'est pas bon? Voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles on ne mange pas un produit ou pour lesquelles on ne consomme pas. Donc, faut qu'on arrive à affiner ça parce que il y a une différence entre c'est pas bon et
bah non, je n'aime pas ça, quoi. C'est évidemment très différent. Sur le goût, l'éducation au goût, alors moi, je suis, je vais pas dire réticent. On demande beaucoup aux enseignants aujourd'hui, quasiment des fois des rôles d'éducateurs, alors que les parents sont là pour éduquer les enfants. Bah, l'éducation au goût, très bien si on fait le maximum dans les cantines scolaires, mais ça relève quand même aussi d'abord des parents. Enfin, il faut quand même remettre les parents dans leur rôle de parents. Moi, ça, c'est des choses qui parfois m'exaspèrent un peu. Voilà, chacun doit être dans son rôle. Nous, nos rôles d'élus, d'administration, de représentants de parents d'élèves, c'est de faire en sorte que bah, les enfants sortent rassasiés en ayant mangé des bons produits sains pour leur santé, etc. Mais le rôle des parents, c'est aussi de leur dire, bah, je vais t'apprendre à manger les betteraves, tu vas voir, les lentilles, c'est important parce que c'est riche dans c'est des protéines végétales, donc il faut vraiment en manger. Voilà. Je pense que c'est aussi le rôle sur le temps du déjeuner. Pardon, qui est quand même des temps, c'est un temps court hein, quand même, il faut quand même se le rappeler. Les enfants mangent en 20-25 minutes à peu près grâce au self, mais ils sont tellement nombreux, on a quand même 80% des enfants qui déjeunent à la cantine, quand même, c'est pas rien. Donc il y a plusieurs services. Donc voilà, l'éducation au goût, on va peut-être faire en sorte que nous, ça soit nettement meilleur dans l'assiette et au goût des enfants, mais c'est quand même du rôle des parents, me semble-t-il. Voilà, moi, alors je voudrais vous remercier parce que c'est évidemment, je vous l'avais dit, c'est un sujet extrêmement vaste et passionnant, et vraiment passionnant. Donc, j'espère que vous serez nombreux à vous inscrire dans les petits groupes de travail. Donc, Stéphane, comme il l'a dit, il va vous envoyer un petit courriel pour vous rappeler les 2-3 groupes de travail à mettre en œuvre, les quelques visites, etc., à faire d'ici le mois de juin. Et puis, comme ça, on se retrouve à la mi-juin, et puis entre la mi-juin et la fin juin, en tout cas, j'espère en présentiel en mairie, et voilà, pour qu'on puisse déjà se donner des pistes pour la rentrée. Mais vraiment, voilà, il nous restera un an et demi pour essayer de faire avancer cette question et d'améliorer dès le 1er janvier 2023, je le disais, la question de l'alimentation dans l'assiette de l'enfant. Merci beaucoup à vous tous. Merci Eric. On va terminer cette réunion et j'en profite pour dire à Barbara, voilà, Monsieur Baird vient de te confier une mission et j'applaudis haut et fort. Il y a Céliane, France, Barbara, Sophie, voilà, tout le monde a sa petite mission. On se revoit bientôt et merci Monsieur le maire d'être intervenu dans cette réunion, Valérie également et tous les élus et les collègues d'avoir été présents également. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.